on va commencer. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc bonjour à tous tout d'abord, et puis merci d'être présents à cet atelier. Donc on vous propose ce soir un atelier sur la communication responsable et comment agir pour diminuer les impacts environnementaux. Donc on a choisi avec Olivier de faire ce qu'on a appelé un regard croisé, donc entre une agence de communication et un imprimeur du territoire sur les bons réflexes en communication. Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Olivier Pouchin, je dirige l'imprimerie Calligraphie. Donc on est à Châteaubourg, à côté de Rennes. On est un imprimeur industriel à vocation B2B. On travaille à 50% pour la région parisienne et 50% pour le Grand Ouest. On produit 3000 tonnes de papier et on va faire un chiffre d'affaires à peu près de 12 millions d'euros. Et nous sommes 66. Voilà. Et en termes de RSE, on verra tout à l'heure, c'est un sujet qu'on maîtrise à peu près puisqu'on a eu des prix auprès du Manufacturing Light, auprès d'EcoVadis, et on est noté Platinum par EcoVadis, donc on fait partie des 1% les plus performants de notre domaine d'activité. Voilà. Merci. Et donc moi je suis Virginie Fassel, je travaille dans une agence de communication rennaise qui s'appelle Essentiel. Je suis ce qu'on appelle dans notre jargon chef de projet. Donc je fais l'interface entre les clients et tous mes collègues, que ce soit graphistes, web, etc. Et donc j'ai une casquette en communication responsable. Donc j'essaye autant que faire se peut à notre petit niveau, pas de changer le monde, parce que ça j'ai bien compris que ça allait être compliqué, mais tout au moins d'accompagner nos clients et de les sensibiliser à faire une communication qui soit la plus durable possible. Voilà. Donc justement, communication responsable. Il y a des coupures, non, dans le son? Un petit peu, hein. La communication responsable, rapidement, en introduction, donc c'est en quelque sorte un prolongement du développement durable, ou tout au moins une de ses nombreuses applications. Donc l'idée, c'est de bâtir une stratégie de communication qui laisse une empreinte positive, ou tout au moins pas trop négative, sur les 3 piliers du développement durable que vous connaissez sans doute, le pilier écologique, social et économique. Donc la communication responsable, c'est une façon d'être à l'écoute des consommateurs, évidemment, puisque les clients, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à être sensibles à ces questions. La partie que je trouve la plus intéressante au quotidien dans cet accompagnement, c'est l'innovation, c'est-à-dire faire preuve de créativité, sortir des sentiers battus par rapport à la com, le marketing classique, etc., mais trouver d'autres leviers, d'autres idées. C'est une formidable opportunité, à mon avis, bien plus qu'une contrainte. C'est vrai que certaines fois on me dit ouais, comme responsable ça va être contraignant, ça va être plus cher, ça va être ci, ça va être ça. Non, c'est surtout une opportunité et puis c'est challengeant, enfin, c'est intéressant. C'est la communication, à mon sens, qui est la plus moderne et la plus performante qui soit aussi, pour aujourd'hui et pour demain. Et ce que je dis souvent aussi, finalement, c'est que c'est pas très sorcier, c'est pas compliqué, c'est juste du bon sens. Et puis mettre en action ce bon sens au quotidien, se poser les bonnes questions. La communication responsable, c'est aussi la cohérence. Et ça, c'est le mot récurrent, moi, que j'ai quand j'accompagne nos clients. C'est mettre en cohérence le fond, c'est-à-dire vous avez des messages, des contenus qui vont être pleins de sens et de bon sens, on espère. On évite évidemment le greenwashing, mais cette cohérence du fond doit se faire avec celle de la forme, c'est-à-dire allô, c'est-à-dire développer des outils qui aient un impact le plus modéré possible sur l'environnement, bien sûr, mais aussi par rapport à l'économie, sur favoriser l'économie locale, et puis qui soient socialement responsables. Je termine cette introduction. Quand on dit qu'on fait de la com responsable, on ne fait pas une communication neutre. Il faut faire preuve aussi d'humilité et de lucidité. N'importe quelle activité humaine a un impact, qu'il soit écologique, social ou économique. La question est de savoir quel impact et quelle empreinte vous voulez laisser. Et je pense que c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Quelle empreinte? Une empreinte légère ou une empreinte indélébile? On passe au print.
Donc on a choisi aujourd'hui de se focaliser sur le print puisque la communication responsable concerne tous les aspects de la communication, depuis le marketing, les messages, etc. Donc on a choisi aujourd'hui de nous concentrer avec Olivier sur les impressions et sur les bons réflexes et ce qu'on appelle aussi l'éco-conception. L'éco-conception, elle démarre dès la phase de création d'un document. La première réflexion à avoir, c'est sur le format des supports. Donc nous, en lien avec les imprimeurs, on réfléchit à des formats, plutôt des formats standards qui vont être favorisés pour limiter la consommation de matière, et en l'occurrence de papier, mais aussi d'encre. Olivier, peut-être par rapport à l'économie de papier, quels sont les bons réflexes à avoir? En fait, c'est dès le départ, dès la conception, en fait, faut se poser la question de l'usage du produit. Hein, on va en parler tout à l'heure, savoir est-ce que c'est un produit nécessaire, si on veut effectivement se poser la bonne question. Et ensuite, c'est comment on va pouvoir techniquement l'optimiser pour réduire son impact. Donc ça va être effectivement fonctionner sur des formats standards ou très approchants. Les machines, elles sont calibrées sur certains formats. Hein. Les machines imprimées, par exemple, chez nous, ça va être 73-75, c'est un format, ou 73-106. Hein. Donc les machines, elles sont fabriquées avec des formats maximum. Et donc dans ce format maximum, il faut optimiser sa pagination selon le type de page que l'on veut installer. Est-ce qu'on a beaucoup de pages, pas beaucoup de pages? Est-ce qu'on est sur du 3 volets, du 4 volets? Et essayer du coup, en fonction de votre communication, d'essayer de rester sur des formats standards ou des formats approchants, ou se poser la question avec l'imprimeur pour dire, moi j'ai eu le cas sur une banque que vous connaissez, que j'ai vu par là-bas, la Société Générale, sur un dos carré collé. Ils voulaient un format type américain et on s'est rapproché du format maxi de notre machine pour pouvoir faire du cahier de 32 direct sur un format 74-105 en alimentation bobine pour réduire au maximum et du coup la rogne et le pliage et le brochage, et donc optimiser le prix. Donc eux, ils ont été gagnants parce qu'ils ont gagné en termes de prix. Et puis nous, on a été gagnants parce qu'on a récupéré le dossier. Mais en même temps, on a limité l'impact environnemental sur le choix du support, sur le choix du grammage, sur la rogne. Voilà. Et c'est vrai que j'ai mis un petit exemple là. Il y a des choses sur la conception qui ont l'air de rien, mais la taille des interlignes et des marges, ça peut par exemple passer d'une marge de 2,5 à 1,5 peut réduire la consommation d'une page toutes les 6 pages. Donc c'est quand même pas anodin, quoi. Sur des gros documents, on peut vite aller sur une consommation de papier. Et techniquement aussi sur le façonnage, en fait, il y a des paginations qui vont être optimisées. Par exemple, entre un 16 pages et un 20 pages, en fait, on va fabriquer format A4, classique. En fait, 16 pages, ça tombe pile poil, puisqu'on va pouvoir mettre 16 pages en une seule fois sur une machine imprimée. Si vous passez aux 20 pages, en fait, on va être obligé de faire d'un côté l'impression d'un 16 pages, de l'autre côté l'impression d'un 4 pages. Si vous avez un 24 pages, on va faire d'un côté un 16 pages. Voilà. Et donc, il y a des paginations, il y a des formats qui vont être optimisés en termes de coût. Et donc, en fait, à partir du moment où vous allez vouloir communiquer sur un support papier, il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux mettre dedans, qu'est-ce qui est important et comment on peut essayer de le concevoir. Donc, bien sûr, prochez d'abord votre projet, parce que ce n'est pas le produit en lui-même, c'est d'abord la communication que vous allez faire. Mais une fois que vous avez bien avancé sur le projet de votre communication et l'ensemble des éléments, comment je vais pouvoir le construire en termes de communication? Et à partir du moment où ça se sera avancé, comment je peux l'optimiser en termes d'impression? Il y a des moyens techniques pour essayer de réduire le coût, qui est quand même une chose importante, et réduire donc la consommation de papier, la rognure, et essayer de le concevoir de manière du coup le plus responsable possible, c'est-à-dire le moins impactant en termes de coût, en termes de consommation de matière, consommation d'énergie, ainsi de suite. Alors la phase de création, donc on a parlé des marges, des interlignes, etc. qui impactent les choix graphiques. Mais ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle l'éco-ancrage, c'est-à-dire travailler avec nos graphistes à des solutions graphiques pour diminuer ce qu'on appelle le taux de couverture en encre. Donc c'est travailler sur des fonds blancs, limiter les aplats. Ça joue sur la police aussi, sur des polices qui vont avoir une certaine finesse. L'intensité des couleurs, nous c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille très peu en 100% noir sur des textes. On est en fonction des dossiers sur 80%, 90%. Tout ça mis bout à bout, mine de rien, ça peut avoir des impacts non négligeables sur l'utilisation d'encre. Olivier, peut-être quelque chose à rajouter sur... Alors oui, alors effectivement, il y a surtout des surcharges qui sont en fait non nécessaires. Si vous superposez trop de couleurs, vous finissez par avoir un noir. Et vous pouvez toujours en rajouter, ça fera toujours un noir. D'accord ? C'est un peu le principe. Donc effectivement, c'est
plus essayer d'optimiser sa production. Bon, nous on n'en est pas là. On utilise surtout des encres les moins problématiques possibles. On n'utilise que de l'encre végétale. Avec essentiellement, donc il y a 90%, c'est essentiellement de l'huile de lin. Hein, donc pour réduire l'impact environnemental, mais effectivement la surconsommation d'encre, il y a des problématiques tout à fait qu'on peut éviter. Et puis les choix des encres, hein, effectivement éviter les choix d'encre métallique qui sont un peu plus difficiles à recycler. Donc on va en reparler un petit peu plus tard. Donc attention à sa consommation d'encre qui n'est pas forcément nécessaire. Donc dans les choix de couleurs, les choix de superposition de couleurs, de traitement des images, et après surtout le choix de l'encre. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais faut bannir les encres UV, quoi. Voilà, on va en parler tout à l'heure, je sais, dans ton défilement. Voilà, mais il y a des encres qui sont extrêmement nocives, hein, qui sont les encres UV, qui sont essentiellement des polymères, des monomères avec des photoréactifs qui sont cancérigènes. Donc voilà, c'est une encre à bannir des choix de communication. Effectivement, on reparlera de l'encre un petit peu plus tard. Moi, je voulais vous proposer un exemple au niveau de la création. Alors, l'idée, c'est effectivement de ne pas non plus sacrifier la qualité, l'efficacité au regard notamment de l'activité du client. C'est que même en éco-ancrage, on peut être sur des documents extrêmement qualitatifs. Je voulais vous montrer ce petit exemple. On a travaillé pour Citéco, qui est la cité de l'économie, le musée de l'économie qui est à Paris. Ils ont donc leur musée et ils ont au sein, c'est un grand hôtel particulier, et ils ont des salles qu'ils souhaitaient louer pour des événements professionnels, mais dans une démarche éco-responsable. Ils voulaient que leurs événements soient éco-responsables. Donc je vous disais tout à l'heure, cohérence du fond et de la forme. Donc on a souhaité développer un outil de communication pour eux qui soit aussi le plus éco-responsable possible. Donc on a travaillé sur les couleurs, sur la place des photos. Donc la photo de couverture, on a fait le choix du noir et blanc. On a positionné quelques petites pastilles de couleurs, mais sans avoir de gros aplats comme ça se fait beaucoup sur ce type de catalogue. C'est également en général des outils sur lesquels on met des photos pleine page. Donc là, on a fait le choix de réduire la taille des photos. On a joué, je ne sais pas si vous voyez là, on a joué un petit peu aussi sur le blanc. C'est-à-dire pour venir diminuer un peu. Alors ça reste assez léger, hein, c'est pas non plus... il reste de l'encre quand même, mais on a voulu jouer sur le blanc pour venir rogner un peu sur les photos avec des éléments graphiques du coup qui permettent d'utiliser un petit peu moins d'encre. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire que y a des choses qui sont possibles et qui, avec un rendu quand même par rapport à, là en l'occurrence, c'était une plaquette de communication en B2B sur de l'événementiel. Il fallait quand même que ce soit quali, avec des photos, avec un peu de couleur, mais on a quand même travaillé avec nos graphistes sur la notion d'éco-ancrage. Phase de création toujours, on réfléchit évidemment aux quantités à imprimer. Donc on analyse par exemple les précédentes éditions, combien on en a fait, est-ce qu'il nous en est resté. On travaille sur le ciblage évidemment, on ne va pas aller tous azimuts inonder, mais on travaille plus sur quelque chose de qualitatif et non de quantitatif. On fait le planning des événements à venir, combien de salons je vais avoir, combien de clients potentiellement je vais rencontrer, pour vraiment avoir une quantité la plus précise possible et éviter, alors je pense que ça se fait moins aujourd'hui, mais à une époque, les cartons de documents qui s'entassaient dans les archives et qui étaient rapidement obsolètes. Voilà, l'idée c'est d'avoir la juste quantité, imprimer la juste quantité. La durée de vie du document aussi est évidemment très très importante, avec des contenus qui peuvent être très rapidement obsolètes. Donc travailler effectivement sur ces contenus, et c'est là que la complémentarité entre le print et le web peut être très intéressante, où sur le print on va être plutôt sur des documents qui vont être durables dans le temps. Et le web vient compléter en fait sur, je sais pas, des événements très ponctuels. Ça bug. Voilà, un petit exemple nous de ce qu'on fait pour certains clients. On l'a développé pour 2-3 clients. C'est ce qu'on a appelé la plaquette pochette. C'est-à-dire qu'on fait une pochette A4 avec
des éléments dont on sait qu'ils vont être durables de présentation de l'entreprise. Et on a ce rabat, donc vraiment une pochette qui permet aux clients, en fonction aussi des besoins, de rajouter des documents qui, eux, vont être très rapidement obsolètes. Donc ça va être un document qui va parler d'un événement particulier, ça va être une fiche produit dont il sait qu'elle va avoir une durée de vie limitée. Enfin voilà, un certain nombre d'éléments qui viennent se rajouter ou pas dans une pochette qui, elle, par contre, va être durable sur plusieurs années en choisissant les éléments qu'on y met. Alors après la phase de création vient évidemment la fabrication. Donc nous, la fabrication passe d'abord par le choix du prestataire. Donc on travaille évidemment avec Calligraphie, entre autres imprimeurs locaux. Alors là, le choix du prestataire pour nous, c'est vraiment l'acteur local. L'impact évidemment associé au transport, aux livraisons par rapport à, enfin, jusque chez nos clients ou jusqu'à l'événement. Participer à la création de richesses sur le territoire. Nous, on est une agence locale. Nos clients sont en très très grande majorité issus de Rennes et alentours. Et donc, il nous semble normal de participer à notre niveau aussi avec les partenaires et prestataires avec lesquels on travailler sur le territoire et donc participer à cette création de richesses. C'est une forme de solidarité territoriale qui à notre sens, s'intègre parfaitement dans le principe de la communication responsable. Et puis choisir également un prestataire qui a un engagement déjà en faveur du développement durable. Et là, je me retourne vers Olivier. J'ai mis une petite frise avec les différentes certifications que tu as obtenues pour l'imprimerie. Donc, je te laisse les expliciter. Oui, alors. Donc dans les... Parce qu'il y a beaucoup de logos. Alors en fait, c'est juste notre signature mail. Alors je ne parle pas de à droite, le Manufacturing Light, mais je parle de l'autre, c'est la signature en fait, dans lequel il y a quelques éléments, donc, dont certains logos que vous avez sans doute déjà vus, comme le PEFC, FSC ou Imprimevert. Alors il y a différents, on va dire, niveaux d'engagement environnementaux. Alors vous allez avoir le Imprimevert. Alors c'est relativement simple à avoir, hein, un imprimeur qui a un Imprimevert. On va dire que sur l'échelle de 0 à 20, si on devait donner une note, vous avez atteint le 6, donc c'est déjà pas mal. Il y a un minimum qui a été fait. C'est-à-dire que vous prenez les produits solvants, vous les retraitez, vous avez un peu de stockage et d'organisation autour de votre logistique pour éviter les problématiques environnementaux. C'est un logo en fait qui décline au départ de Garage Vert qui avait été lancé dans des régions pour permettre et obliger les garagistes à recycler les batteries, les huiles de vidange et tout ça. Donc à l'époque, ça a été lancé maintenant il y a une quinzaine d'années pour l'imprimerie pour dire les solutions de mouillage, vos produits, il faut les recycler, voilà. Donc on va dire que c'est le niveau 1. Donc nous on le met quand même parce que pour une certaine partie de clients qui n'a pas forcément de connaissances techniques, déjà ça les rassure, ils se disent c'est Imprimevert, c'est pas mal. Mais on va dire qu'il y a un peu plus de 50% des imprimeurs qui ont Imprimevert, c'est franchement pas très compliqué à avoir. Deux autres logos, le PEFC et le FSC. Donc ça c'est, vous êtes en fait chaîne de contrôle de papier géré durablement. D'accord. Donc le PEFC, c'est vous êtes chaîne de contrôle, vous avez acheté du papier PEFC et vous garantissez que le client qui a demandé du PEFC, vous allez lui mettre sur son dossier du papier PEFC. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué à avoir. Vous devez juste avoir une chaîne de contrôle au niveau de vos achats qui prouve que le bon de livraison il est PEFC, que la demande elle est PEFC, que vous avez fait une facture avec marqué PEFC et donc que le papier est PEFC. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui 80% des couchers que vous pouvez acheter il est PEFC. Hein. Ça fait longtemps que les papetiers scandinaves, même espagnols ou nous par exemple d'Autriche, gèrent correctement leur forêt. Hein. La Suède c'est une grosse partie de leur PIB, ça fait très longtemps qu'ils gèrent durablement leur forêt. Donc c'est des papiers gérés durablement avec une gestion forestière performante. Donc nous c'est ce qu'on utilise en standard, hein. Quasiment tous les papiers qu'on rentre, sauf demande autre de nos clients, c'est du PEFC. Alors il y a aussi le FSC. Alors le FSC, donc, qui est le premier logo qui est sorti dans le cadre du développement durable en termes de papier. La juste problématique en tant qu'Européen, c'est qu'il n'y a que 2 fermes à bois. Il y a 4 ans qu'on avait fait l'étude, il n'y avait que 2 fermes à bois qui faisaient du FSC en France, d'accord, et essentiellement pour le carton.
Donc à partir du moment où vous utilisez du papier FSC, la pâte à papier en général, elle ne va pas être européenne. En tout cas, elle ne sortira pas des usines et des forêts françaises. Donc si vous utilisez du carton type classeur ou calendrier et que vous avez du carton, vous allez essentiellement faire du FSC. Donc là, dans ces cas-là, pour que le papier soit FSC, il faut mettre une feuille FSC dessus. Mais sinon, nous, on préconise essentiellement le PFC à partir du moment où mon usine est en Europe et en particulier en France. J'aurais une usine au Canada ou aux États-Unis, ce serait sûrement un choix différent. Mais en ce qui concerne l'Europe, moi je préconise le PFC. Donc ça, on va dire que c'est des logos qui sont très faciles d'accès. Quasiment tous les papiers, les imprimeurs, on va dire classiques, qu'on fait un minimum de démarches, vont les avoir. C'est pas vraiment compliqué, d'accord ? Là où ça va commencer à se compliquer, c'est le petit AFAC, là que vous allez voir en rose. Et en particulier, vous avez l'ISO 14001. Donc nous, on a 2 certifications. ISO 9001, c'est la qualité de service, hein, donc on a depuis 2005. C'est-à-dire on garantit une organisation interne qui permet la satisfaction du client. Et il y a l'ISO 14000. Là, on est là pour parler d'environnement, donc on va parler de l'ISO 14000. L'ISO 14000, c'est une certification ISO, donc européenne, démarche classique de normes et de certification avec un auditeur externe qui vient tous les ans nous auditer. Et une des premières choses qu'il va faire, c'est vérifier qu'on est en conformité avec la réglementation. Donc ça paraît bête, mais pour être en conformité avec la réglementation, il faut la connaître. Et il faut aussi connaître toutes les mises à jour de réglementation en ce qui concerne le stockage de déchets, de transfert de déchets, de recyclage, de toutes les parties prenantes, hein, donc ça veut dire tous les voisins, la qualité de l'air, la qualité esthétique, est-ce qu'on fait du bruit, et voilà, c'est vraiment au sens très très large. Donc là déjà, vous allez commencer à... On est déjà beaucoup moins, hein, puisque à l'époque on était certifié ISO 14000, on était 14 en France. Donc je considère... En mon sens, on n'est pas tout seul à Rennes. Hein. Il y a l'imprimerie Colinx, par exemple, hein, qui est aussi certifiée ISO 14000. Moi, je considère que c'est le premier jalon sérieux. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai passé une certification ISO 14001, il y a quelqu'un qui vient vérifier tous les ans dans mon usine que je fais les choses correctement. En termes de stockage, en termes de gestion des déchets, en termes de choix et d'amélioration, en termes de communication, en termes de liens auprès des tiers. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie vraiment pure environnement. Ensuite, vous avez un autre logo qui est celui du milieu et qui, moi, me satisfait le plus, c'est EcoVadis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez EcoVadis ou pas. Voilà, donc au départ, c'est une start-up, hein, c'est privé quand même, EcoVadis, il faut le dire. Mais bon, nous, on l'a passé en 2009 pour la première fois à la demande d'un de nos clients, qui est la Société Générale à la Défense, et qui nous avait benchmarké en termes de performance industrielle et environnementale, et qui nous a demandé de passer cette certification pour voir exactement si ce qu'on disait était vraiment ce qu'on faisait. Donc ça a été assez sympa à passer la première fois. Bon, on n'a pas eu la meilleure note, hein, mais bon, c'était déjà quand même pas trop mal. Et donc aujourd'hui, on est EcoVadis Platinum. Donc on est considéré parmi les 1% les plus performants dans notre domaine d'activité. Et pour information, on a 78 sur 100. Hein, donc, ce qui fait qu'en 2021, on a eu un prix, le Manufacturing Light, là à côté. Je ne savais pas ce que c'était, on n'était pas allé le chasser, mais c'est EcoVadis qui nous l'a remis. C'est un prix digital, hein, je ne pouvais pas vous l'amener, mais voilà, on l'a reçu. Donc, qui nous classait parmi les 35 PME les plus performantes d'Europe. Donc, étant donné qu'on était le seul imprimeur, on peut considérer que de facto, on est l'imprimeur le plus performant d'Europe et en tout cas de France, voilà, en termes de RSE. Donc la démarche, elle est globale, elle est depuis 98, hein, sur toute la partie recyclage des déchets. Après, il faut peut-être que je fasse plus court, hein, tu me dis. Et donc, on a travaillé sur tous les piliers du développement durable, donc de la conception de notre usine avec la récupération d'eau de pluie, la récupération d'énergie pour chauffer notre atelier. On a un système d'éclairage LED servi sur la lumière extérieure pour essayer de réduire notre consommation énergétique. On a mis en place un système de récupération des calories de nos machines à imprimer pour garder la chaleur l'été. C'est renvoyé sur une pompe à chaleur qui chauffe notre atelier. Et puis l'hiver, on l'externalise. On a de la coupe variable sur nos machines à imprimer avec des alimentations bobines qui va nous permettre d'optimiser déjà dans un certain sens la coupe et la rogne pour réduire nos déchets. On n'utilise que de l'encre végétale, donc à base de... c'est de l'encre standard, hein. C'est pas de l'encre qu'on a fabriquée nous-mêmes, voilà. Fabriquée en Allemagne, chez BASF à l'époque, maintenant chez Flint. Hein. Mais ceci dit, c'est la moins impactante sur le plan écologique. Hein. C'est essentiellement de l'huile de lin avec
des pigments qui étaient naturels, qui sont maintenant en partie synthétiques, bien sûr, et puis 10% de produits qui vont permettre la cicatrisation de l'encre, c'est-à-dire la permettre de l'aider à sécher, d'accord. Mais c'est une encre qui est très performante, hein. On peut rouler très vite, de manière très qualitative, tout en utilisant une encre végétale. Donc nous on bannit l'encre UV, d'accord. Surtout l'impression UV, hein, parce que là on utilise en fait des encres qui sont polymères, hein, c'est 40% de monomère, 30% de polymère ou l'inverse, enfin c'est de l'encre plastique, avec 20% de photoréactifs qui vont en fait faire réticuler l'encre, c'est-à-dire que vous avez une encre qui est liquide, ensuite vous allez envoyer de l'énergie, donc il y avait les LR UV, HUV ou LED UV aujourd'hui, et qui vont en fait faire réagir cette encre liquide de manière chimique et créer une petite bille de plastique en fait, et qui va rester en superficie, de manière superficielle sur l'encre. Sur le papier. Donc en fait, c'est une encre qui a été développée dans les années 70, qui a été remise au goût du jour par un fabricant de machines à imprimer que je peux citer, qui s'appelle Komori, pour contourner des brevets allemands. Ils avaient sur les machines longues, ce qu'on appelle les machines longues, c'est machines 8 couleurs, 10 couleurs. Ils n'étaient pas en capacité d'avoir des machines performantes à cause du système de retiration qui imprime les 4 couleurs du recto et les 4 couleurs du verso. Donc ils ont contourné le problème en réinventant l'encre UV qu'ils avaient inventé dans les années 70, en disant que c'était super environnemental parce que maintenant ils le faisaient avec de la LED, hein, ou du HUV à l'époque. Et ce qui leur permet d'imprimer les 4 premières couleurs. Ensuite, avec des sécheurs intermédiaires, ils vont sécher l'encre. Ensuite, la feuille, elle est retournée, elle repart dans l'autre sens. Et comme elle est sèche, il n'y a pas de problème de marque, entre guillemets, en théorie en tout cas. Voilà. Et donc, ils ont vendu ça comme un jump technologique. C'était la machine du futur qui allait vous permettre d'imprimer 400% de charge sans problème et sans séchage. Voilà, et sans séchage, enfin, sécatif ou sécheur. Mais la réalité, c'est que c'est des encres qui sont essentiellement, c'est de l'encre plastique en fait, avec 20% de photoréactifs, et ces photoréactifs, ils sont cancérigènes, d'accord. Ils contiennent des CMR de niveau 2, et donc problématiques en fait sur la reproduction humaine, et différentes problématiques. Et l'autre problématique, le CITEO l'a mis timidement dans leur... et je trouve c'est dommage parce que c'est beaucoup trop timide, c'est que ça pose aussi des problèmes de recyclabilité. Parce qu'en fait, quand vous allez prendre votre papier, que vous allez le remouiller pour essayer de désancrer, en fait, vous allez faire ressortir toutes ces billes de plastique, entre guillemets, toute cette surface qui est du plastique, et il va être difficile à recycler. Donc ça va vous faire des petites billes noires en fait, dans le papier, d'accord, qui vont être transportées ensuite dans le déchet, ou recyclées au carton. Mais en tout cas, au moment où on veut essayer d'éviter le plastique, c'est un peu dommage. Moi, je me suis disputé avec une cliente qui est du coup une grosse cliente. De temps en temps, il faut se disputer un petit peu, mais voilà, une cliente intéressante pour moi. Parce qu'à un moment, elle m'expliquait qu'il allait y avoir des cahiers en offset, qu'elle allait sûrement faire en HUV il y a 2 ans de ça. Parce que tu comprends, machin. Je dis, écoute, le papier offset, on l'imprime depuis 100 ans sans encre UV. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on aurait besoin d'encre UV pour imprimer de l'offset. Nous, on produit en 3/8, on produit même le samedi et le dimanche. Hein, on a deux équipes de week-end et on le fait sans encre UV, sans aucun problème de séchage et sans aucun problème de qualité, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour retracer les logos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous recherchez un imprimeur qui a une démarche durable avec une certaine certification, bah, tapez déjà dans un mec qui a une certification, un imprimeur ou voilà, qui est certifié ISO 14001. Déjà, voilà, vous avez une certaine garantie. Il y a quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui va venir vérifier qu'il y a un minimum requis, qui est il respecte la réglementation sur les déchets, sur l'organisation interne, pour optimiser sa démarche environnementale. Je pense que c'est la première clé. Après, imprimer local, c'est mieux. Voilà, il se trouve que je suis local, donc je vais pas. Voilà, quand on cumule, c'est parfait. Voilà. Merci. De rien. Donc sur la fabrication, faire le bon choix du papier. Tu en as parlé un petit peu sur voilà, alors ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a eu beaucoup de greenwashing sur le papier, pas de greenwashing, il y a eu beaucoup de... On a beaucoup dit que le papier, c'était pas bon pour l'environnement, c'était caca tout ça. Faut rappeler quand même que c'est comme dire que le poêle à bois est pas bon non plus, hein, puisqu'en fait c'est un peu le même principe, hein, le papier c'est quand même du bois au départ. Et c'est essentiellement du bois d'éclaircissement. C'est-à-dire le bois qui ne peut pas être utilisé par l'industrie forestière autrement. Donc c'est une manière de valoriser tout un pan
de l'industrie forestière. Le bois, c'est bien indiqué sur ton graphique en fait. Au début, la belle partie du bois, ça va être le bois d'œuvre, bois de charpente, bois d'ameublement, parquet, voilà, tout ce qui va être valorisation maximum de la qualité du bois. Et puis après, il y a tout le reste. Et dans le déléché de bois, dans le bois d'éclaircissement, c'est ça qui va partir dans les usines à papier. On ne coupe pas des magnifiques troncs de 200 ans pour mettre dans les usines à papier. Ça, c'est pas vrai. Et il faut savoir que la biomasse en France est en croissance quand même. Et essentiellement, on utilise pas mal de papier aujourd'hui qui viennent ou d'Autriche. Une des très grosses usines à Grabkorn, la PM11, le bois vient à 150 km autour de l'usine. Donc en Autriche, c'est pareil, ils gèrent à peu près leur forêt. On n'est pas en train de tout découper. Et c'est vrai aussi dans les usines nordiques. Je pense au groupe Arctic Paper, aller voir ce qu'ils font avec leurs usines. C'est extraordinaire aujourd'hui. Nous, on n'utilise pas du papier qui vient par container de Chine où on ne sait pas d'où il vient. C'est essentiellement que du papier PEFC, sauf à la demande express de notre client, et qui vient d'Europe, essentiellement Europe du Nord, Europe de l'Est. C'est vrai que c'est important de revenir sur les reçus parce qu'on entend, comme tu disais, on ne coupe pas un chêne centenaire pour faire des ramettes de papier. Il faut remettre les choses, c'est ce qu'on appelle donc la bonne gestion forestière. L'encre, tu en as parlé assez largement là, je pense. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Les finitions, on en a un petit peu moins parlé. Pelliculage, voilà. Alors les pelliculages, c'est pareil, c'est quelque chose à proscrire, c'est possible, mais je ne vais pas dire tout le temps. Je prends l'exemple, j'ai des clients, catalogue 465 pages, à 4000 exemplaires, durée de vie 1 an, 2 ans. La durabilité, ça fait aussi partie de la vie du produit. Et ce n'est pas le peu de pelliculage qu'il y aura juste sur la couverture qui va poser un problème de recyclabilité du produit. D'accord ? Vous me dites une chemise avec du pelliculage recto-verso pour la remise, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Là, vous mettez un petit vernis, ce sera largement suffisant. Ça ne posera pas de problème de recyclabilité. Là, tout va dépendre de l'usage. Moi, voilà, le catalogue dont je parle, c'est un catalogue cousu, ce qui va être utilisé par les vétérinaires. Il y a un usage. Si le catalogue il est abîmé très rapidement, qu'il faut en faire d'autres, on va parler des quantités, l'optimisation de la consommation. Aujourd'hui, dans de faibles proportions, c'est 2%. En gros, ça ne pose pas de problème aux recycleurs. Vous pouvez discuter avec Paprec, avec Veolia. Voilà. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie, à éviter bien sûr si c'est tout à fait possible de l'éviter. Après, si la durée de vie du produit nécessite que le dos soit protégé, c'est pas forcément à exclure complètement non plus, quoi. Voilà. On n'est peut-être pas d'accord, mais... Ah, si. si. Non, et après, il y a des vernis. Voilà, il y a des choses. C'est des vernis à l'eau. Comment ça se... Alors, il y a des vernis acryliques, vernis à l'eau, ouais. Avec séchage, mais c'est surtout, il y a des vernis qu'on peut très bien utiliser, type vernis acrylique ultra mat, brillant. Ou satin, s'il y a besoin de vernis, qui vont protéger tout à fait le document de l'humidité, des problématiques d'humidité qu'il peut y avoir. Après, pour la fabrication, effectivement, pour réduire les impacts, c'est réduire les papiers teintés, pour ne pas dire ne pas utiliser de papier teinté. Le papier teinté masse, j'achète mon papier, il est tout vert, il est tout marron, il est tout noir. C'est dommage parce que c'est très beau, mais ça pose des problèmes de recyclabilité. Voilà. Donc après, il faut vraiment, sinon, utiliser un prestataire parce que j'en ai trouvé un, moi j'ai Veolia aujourd'hui, pour ne pas le citer, mais j'ai eu une discussion avec eux la semaine dernière, commence à avoir un peu on va dire, comment ils appellent ça, une structure en fait qui fabrique déjà du papier teinté, qui récupère du coup le papier teinté et selon ses cadencements pour le remettre dedans. Mais c'est vraiment extrêmement rare, d'accord, sinon ça pose un vrai problème de recyclage. Donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie, pour pas dire pas utiliser, quoi. Faut savoir pourquoi on le fait. Et puis effectivement éviter les encres métalliques. Alors on en utilise quand même nous, voilà, parce que pour Noël, les communications de Noël, tout ça, il y a des clients qui veulent un petit effet bronze pour mettre les moins 30%, moins 40%, on va pas non plus, voilà. Mais effectivement, si c'est pas nécessaire, éviter les gros aplats d'encre métallique qui servent pas forcément sur le plan graphique. C'est ce que tu rappelais tout à l'heure sur la partie communication. Donc à utiliser vraiment pareil avec parcimonie, si on peut l'éviter, c'est mieux. Voilà.
Donc là, on pense vraiment déjà à analyse du cycle vie du produit, on parle de recyclabilité. Toutes ces petits, parfois des petits caprices, moi je dis, avec certains clients, ils veulent un vernis sélectif, un truc, machin, ça n'apporte absolument rien. Peut-être c'est un peu plus joli, mais bon, cette sensibilisation aussi par rapport à la recyclabilité est importante derrière. Après la fabrication vient la diffusion. On vous prend le produit depuis la création jusqu'à la diffusion. Alors sur des outils qui vont être adressés en mailing, on en a parlé tout à l'heure, la qualification du fichier, cibler les contacts. On est effectivement, l'objectif c'est de maximiser le taux de lecture, viser la qualité plutôt que la quantité. Donc ça, c'est vrai que des fois on a des bases de données qui sont toutes faites, on a tendance à aller vite et à rebalancer toutes les étiquettes là, mais il y a un vrai impact global sur cet adressage, évidemment sur les quantités imprimées, donc sur l'impression, sur le transport et puis sur le coût aussi pour vous ou pour vos clients. Le format du document, on l'a évoqué tout à l'heure, par rapport à des formats standards. C'est vrai que quand on fait de l'adressage, c'est quand même pas idiot de faire des formats standards, parce qu'on a des enveloppes standards qui vont être normalisées et qui, en plus, le plus souvent, vont être disponibles en enveloppe labellisée. Donc voilà, la boucle est bouclée aussi par rapport au format jusqu'à l'adressage. Il y a quand même un vrai intérêt à avoir des formats plutôt standards. S'il n'y a pas d'adressage, c'est la question des emballages. Donc ça, je reviens vers toi, Olivier. Limiter le suremballage, parce que tout le papier qui va jusqu'au client, au niveau de l'emballage. Donc on revient sur le sujet de départ, c'est-à-dire le besoin, est-ce qu'il y a vraiment besoin, voilà. Mais parfois il peut y avoir besoin quand même, hein. Tout va dépendre si après ça part sur des plateformes logistiques, si ça part sur du routage. Sur du routage, du direct palette, c'est mieux que de la caisse carton, puisque la caisse carton en fait après va être jetée. Donc c'est toujours bien ciblé, effectivement, revenir sur le ciblage, la quantité nécessaire. Faut pas faire trop, après faut pas faire pas assez non plus, parce que c'est un coût en termes de... S'il faut retirer, vous recalez toutes les machines, donc vous allez avoir beaucoup de pertes, voilà. Donc c'est un bon ciblage. Je pense que la remarque qui a été faite tout à l'heure, c'est bien. C'est que l'année dernière, j'en ai produit 4000, il m'en reste 500. Bon, là, cette année, je vais peut-être faire 3500. Bon, je prends une sécurité, je fais 3600. J'ai déjà réduit mes consommations tout en étant à peu près ciblé. D'accord ? Après, effectivement, privilégier l'emballage et le suremballage. Voilà, le nom est dedans, c'est du sur-emballage, c'est de la sur-qualité. Donc si c'est pas nécessaire, faut pas le faire. Pareil, les paquets thermaux, si on peut éviter des paquets thermaux, vaut mieux pas les faire. Et ensuite, ça va être toute la partie transport, réduire. Les transports nous demandent de plus en plus de logistique, mais il faut être attentif. Des bons adressages. Et puis, donc nous, après, on travaille aussi beaucoup sur les choix de nos prestataires de transport et aussi sur toute la partie conformité, sur les déplacements des produits restes chimiques, on va dire, pour vérifier que les transporteurs soient les dernières générations de camions qui sont habilités à transporter certains types de produits. Hein. Bon, ça, c'est une obligation dans la certification ISO 14000 concernant la gestion des déchets. Vous voyez, c'est quand on revient sur le choix de prestataires. Là, on a une obligation de suivi de nos déchets. On garantit N+2, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un agrément pour venir nous chercher notre déchet, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on sache ce qu'il va en faire, hein, pour garantir qu'il n'y aura pas d'enfouissement de nos produits, par exemple. Voilà. Et sur les transports express aussi, c'est vrai que de plus en plus souvent, on veut tout de suite, hein, que ce soit quand on commande sur Internet ou même avec les imprimeurs. C'est usant pour tout le monde, clairement, moi je trouve. C'est pas très RSE cette affaire-là d'un point de vue social pour les salariés, pour les gens qui vont travailler. C'est pas bien non plus d'un point de vue écologique parce qu'on est sur une moindre optimisation, il y a plus de consommation d'énergie. Donc accorder un délai raisonnable de livraison, c'est pareil, c'est quand même des choses qui sont importantes et à mon sens, ça fait aussi partie de la communication responsable. Oui, ça, je suis d'accord. Pas tout de suite. Parce qu'en général, on a toujours le retard quand il y a un problème après sur le fichier de refaire. Hein, c'est une petite blague à part, mais alors qu'on nous met souvent beaucoup la pression pour livrer impérativement avant midi. Voilà, donc nous, on communique auprès de nos clients. Et c'est vrai que de temps en temps, entre un 24-48 heures et un express le lendemain, en termes de gestion, d'organisation interne, de coût environnemental, c'est notre impact. Donc je pense que
je suis d'accord avec toi sur le sujet. Ouais. Pour terminer, je sais pas. Un petit point sur le print versus digital, les impacts. On entend assez souvent faut arrêter le papier et faire tout en 100% digital. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je vous invite à aller voir une étude qui a été faite par la Poste en 2020 sur l'impact environnemental des supports de communication clients bah oui. Allô, allô, ça marche? Coupure. Oui. Donc sur l'impact environnemental des supports de communication, avec un cabinet indépendant qui s'appelle Donc, vous m'entendez là? C'est bon? On va se partager le micro. Donc, cette étude de la Poste avec un cabinet indépendant Cantis sur l'analyse du cycle de vie des produits, en fait, ils ont sélectionné un certain nombre d'outils que la Poste diffuse très très largement au niveau de ses clients. Et ils ont étudié, donc avec un cabinet indépendant qui s'appelle Cantis, 16 indicateurs sur 5 familles de 5 thématiques, en fait, écosystème, ressources en eau, etc. Et ils ont fait l'analyse en print et du coup en web, sur un équivalent web, notamment sur tout ce qui est consommation énergétique. Et je ne vous ai pas fait le détail là parce que ce serait trop long, mais là sur un prospectus par exemple pour une chaîne de restauration, le papier est plus favorable que le numérique pour 15 indicateurs sur 16, avec 3 fois moins d'effet sur le réchauffement climatique. Donc en termes de consommation d'énergie. Typiquement, quand vous envoyez un emailing avec une photo à une base de données très vaste, avec un lien vers un site web, sur le site web vous avez une vidéo, et puis qui vous amène à un catalogue en mode e-shop avec 5000 produits ou plus, bah derrière le nombre de serveurs qui tournent, etc., c'est colossal pour ces quelques clics finalement, alors que le catalogue papier aurait été plus écologique, voilà, avec un impact moindre. Alors ça marche pas à tous les coups. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte qu'il peut y avoir une vraie complémentarité du coup entre le papier et le digital, et qu'il faut trouver aussi ce juste équilibre. Pour la planète, hein, typiquement, il n'y a pas ce juste équilibre entre le papier et le digital, mais c'est extrêmement intéressant. Olivier, tu voulais intervenir sur cette étude? Non, pas sur l'étude en particulier, mais effectivement, moi, régulièrement, mes clients, ils me parlent de ça, ouais, mais il y a la digitalisation et la digitalisation. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, moi, il y a la digitalisation. En fait, c'est un petit peu comme la radio et la télé. Quand la télé est arrivée, on a dit, oh là là, la radio, c'est mort, parce que la télé, c'est la même chose que la radio avec l'image. Bon, bah, pourtant, il y a toujours de la radio, en fait. Hein. En fait, on oublie à quoi a servi le papier, à quoi sert le papier. C'est un vrai outil de communication qui est extrêmement efficace. Et donc, comme pour le digital, en fait, il faut se poser la question si c'est pertinent, si ça sert à quelque chose, oui ou non. Mais c'est pas forcément le digital ou le papier. C'est pas bête le digital et le papier ou le digital. Mais c'est deux modes de communication différents. Moi, j'ai des clients, je pense à un en particulier, où il m'a dit, tu sais, le catalogue, maintenant, on a des applications, nos clients, ils scannent le truc, ils savent la marge qu'ils ont faite, nanana. Et donc, ils devaient le faire tous les 2 ans. Puis après, donc c'était tous les ans, puis après, on va le faire tous les 18 mois, puis tous les 2 ans. Puis ils sont revenus à tous les ans. Parce qu'en fait, il m'a dit, clairement, commercialement, ça a un vrai impact et c'est un vrai outil. J'ai 2 autres clients dans la formation professionnelle. Voilà. Ils ont arrêté leur catalogue, donc le premier, il a fait moins 30. Et puis le deuxième qui ne connaît pas le premier, hein, que je vais voir à Paris, puis j'ai dit tiens, dis donc le catalogue, au fait, que je ne faisais plus depuis un certain nombre d'années déjà, parce qu'il était parti en Allemagne, c'était une grosse série. Et je discute avec elle, et elle me dit ah, bah, tu sais, on a arrêté l'année dernière à la com, là, c'est des jeunes, hein, qui sont arrivés, j'ai rien contre les jeunes. Hein. Mais bon, c'est pour l'anecdote, autant la dire telle qu'elle a eu lieu. Hein. Et ils ont décidé d'arrêter. Je dis, ah bon, bah, j'ai un client dans la formation pro à Rennes, Café Paris, ils ont fait moins 30. Ah bah nous aussi, on a fait moins 30. Ah d'accord, sauf que c'est quand même une grosse formation. Ils ont 10 écoles hein, sur Paris. Donc ça représente un gros manque à gagner. Donc il faut quand même se poser la question de pourquoi on le faisait. Hein. Moi j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que Maison du Monde va relancer son catalogue à première vue. Ils se sont pris une petite claque là commercialement. Donc il faut se poser la bonne question. Là le patron de Super U vient d'intervenir aussi sur le sujet après la remarque Leclerc. Donc il faut se poser la question, un produit papier quel qu'il soit, s'il sert à rien, il ne faut pas le faire.
Je suis imprimeur, mais à l'arrière, c'est pas mon problème. Hein. Si vous pensez qu'il sert à rien, faut pas le faire. Comme le digital, hein. Si vous envoyez des mails et des emailing et des Instagram et qui servent à rien, c'est toujours en trop. D'accord? Ça sert à rien. Moi, je me souviens d'une cliente, une agence de Nantes, hein, toi, c'est pas toi, puis qui me dit ouais, mais tu sais, mes clients ils veulent du digital. Je dis ouais, c'est bien, ça leur rapporte quoi? Ouais, mais tu sais, ils veulent du digital. Ouais, ça leur rapporte quoi? Ouais, mais ils veulent. Ouais, ça leur rapporte quoi? Bah, pas grand chose en fait. Ça coûte pas cher, c'est vrai, mais ça rapportait pas grand chose non plus. Donc en fait, la question, si on parle de communication, c'est qui est mon client, quel est le message que je veux lui donner. Là, moi, je suis imprimeur, hein, je suis pas dans la com, hein. Mais comment je lui laisse l'information, comment je maintiens le lien avec lui, voilà. Il faut reprendre les classiques de base et après, quel est le meilleur produit? Si c'est pas le papier, c'est pas le papier. Voilà. Mais si c'est le papier, peut-être qu'il vaut mieux quand même encore faire du papier, parce qu'au moins, il servira à quelque chose. Donc voilà. Faut pas forcément opposer digital. Aujourd'hui, on aurait du mal sans nos petites applications bancaires. Hein. Je veux faire un virement, c'est quand même vachement plus pratique avec mon application. On ne reviendrait pas en arrière. Hein. Bien sûr que les applications, bien sûr que le digital, c'est intéressant. Mais il faut pas forcément opposer. Il faut se poser la question de quelle est la communication que je veux faire, quelle est ma cible, quel type de message je veux lui donner, qu'est-ce que je veux lui laisser, et après choisir le bon support. Donc voilà ce que j'aurais à dire entre digital et support papier. Voilà, une complémentarité à réfléchir, et puis toujours cette notion de bon sens. Quelques éléments chiffrés pour terminer sur le digital et la consommation énergétique. Donc le secteur numérique représente aujourd'hui environ 10% de la consommation électrique totale française, avec une augmentation exponentielle. Voilà, donc il y a des efforts qui sont faits, des engagements qui sont pris pour réduire cette consommation énergétique de 10% d'ici à 2024, parce que sinon on n'aura tout simplement pas assez d'électricité pour tout ça. Voilà, et juste pour terminer, parce qu'on est dans un salon voilà, pour les entreprises, un salon à vocation économique, une entreprise ne sera durable dans le temps que dans un monde qui dure. Pour moi, ça aussi, c'est juste une question de bon sens. C'est que si vous voulez que vos entreprises perdurent, il faut que le monde qu'il y a autour soit encore là. En fait, c'est mieux. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas inscrits et qui seraient disponibles, il y a la soirée inspirante tout à l'heure avec l'intervention de Fabrice Bonifay qui, à mon avis, va secouer pas mal sur le fait de concilier durable et rentable dans un monde en mutation. Le monsieur ne mâche pas ses mots par rapport aux entrepreneurs. Donc, il est directeur de la RSE du groupe Bouygues de mémoire et il est extrêmement virulent sur la question. Voilà. Merci de votre attention et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Oui. Compostable. Pour des petites impressions, est-ce qu'on peut faire du compostable? Je me tourne vers l'imprimeur là. Sur le fond, le papier... En fait, il reste toujours un peu de substance. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même nous, on a les encres les moins impactantes. Donc, on va dire qu'on a 90%, c'est de l'huile végétale dessus. Donc, sur le fond du papier classique, vous prenez de l'offset imprimé, c'est compostable. Mais après, il reste toujours un petit peu de produit. Donc, j'aurais une tendance à dire, voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur des papiers... pour faire du papier recyclable, parce que c'est un vrai sujet pour moi, le papier recyclable. Aujourd'hui, si vous allez voir Greenfield, hein, qui était une usine qui est près de Reims, ils désencrent le papier et à la fin, une fois qu'ils ont tout désencré, la partie kaolin et encre qui reste dessus va être gentiment mis par les agriculteurs dans les champs, que vous allez pouvoir retrouver gentiment dans votre champagne. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée quand même pour que le papier soit réutilisé, la recyclabilité du papier, voilà. Donc sur le fond, si on va au bout du bout, je vous dirais que non, parce qu'il reste quand même quelques substances. Donc oui, le papier lui-même, il est compostable, hein, puisque le papier, c'est essentiellement de fibres de bois avec de l'eau. Hein, alors, il y a du kaolin, il y a des petites substances qui ont été rajoutées dessus. D'accord ? Mais bon, voilà. Alors souvent, c'est pour l'élasticité, le fait que le kaolin, qui est en fait de la craie, qui est sur le papier, il y a un peu d'élasticité technique, quoi. Mais
enfin moi le papier blanc qu'on consomme, je peux le prendre, je peux le manger, il n'y aura aucun problème, même avec mon encre dessus. Ce que m'a dit ma responsable RSE, d'accord. Donc je lui fais confiance. Donc voilà, après, aujourd'hui, dans ce que vous avez déjà dans vos poubelles, est-ce qu'il y a zéro produit chimique dessus? On sait très bien que non. Si vous prenez votre eau du robinet, non plus. Donc moi, ce que je dis, c'est ça, c'est qu'à la fin, il restera toujours quelque chose. Maintenant, on essaie de faire le moins impactant. Et pour le coup, on fait quand même vraiment le moins impactant. Et si on parle de la partie, donc est-ce que c'est compostable sur le fond, on pourrait dire que oui, ça dépend ce que vous mettez autre part ce que vous mettez sinon dans votre compost. Mais voilà, moi je pense que c'est pas l'objectif, il n'est pas là quoi. Il est pas là. Moi je suis pour le recyclage du papier pour un usage autre de carton. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire que même recycler, il y a deux types de recyclage papier. Il y a le pré-consumeur, c'est le papier de chute de papier blanc d'usine qui est réutilisé dans le papier. On vous dit c'est du papier recyclé blanc. Bon, celui-là, il est logique puisqu'en fait, c'est du déchet de papier d'usine à papier. Donc, c'est pas très compliqué à avoir. Et celui-là, il est blanc. Si vous voulez avoir du papier recyclé pour dire j'utilise du papier recyclé, mais je le veux blanc, en fait, il a fallu vraiment le désancrer, quoi. D'accord ? Et moi, je pense quand même que ce désancrage, on l'oublie. Mais ensuite, on va vous refaire un papier pour pouvoir l'imprimer. Mais toute la partie désancrage et bout va être réutilisée par les agriculteurs pour enrichir les champs. Donc, vous voyez, au niveau du compostage, on y est. Hein. On enrichit déjà toute voilà. Donc, c'est la preuve. Si les agriculteurs le font dans leur champ, c'est que c'est des substances voilà, qu'ils considèrent acceptables pour leur champ quand même. Donc, bon, hein, ça fait comme des années que... Voilà, mais... Donc moi, j'ai une tendance à dire, je ne suis pas fan du papier recyclé, pour deux raisons. Il consomme un peu moins d'eau, c'est vrai. Il reconsomme du CO2 pour tout ce qui va être regestion du recyclage. On l'a vu tout à l'heure, le papier type PEFC, c'est de l'éclaircissement. Ça alimente toute une économie de la gestion forestière aussi. Et donc, moi, j'ai trouvé des papiers, je ne donnerai pas les noms, mais avec à très faible impact CO2. J'ai trouvé du papier où on est arrivé en France chez nous à 122 grammes de CO2, là où l'ADEME aujourd'hui part sur du papier autour de 600 grammes de CO2 par tonne de papier transporté, sorti d'usine. D'accord. Donc il peut y avoir des choix de papier qui sont moins impactants sur le plan du CO2. Si vous prenez du recyclé, il y a des papiers, le Respecta, par exemple, pour tous ceux qui recherchent un petit peu, voilà, je veux du Respecta. Le Respecta, si vous reprenez leur impact gaz à effet de serre, CO2, on est à 750, je crois, à peu près, par tonne je crois, j'ai pas le paper profil, pour ceux qui rechercheraient l'impact CO2. Vous cherchez le paper profil du papier que vous utilisez, c'est marqué dessus, consommation d'eau, impact CO2 à la fabrication du papier. D'accord ? Donc il y a des possibilités de chercher des papiers. Donc après, c'est une question de choix, tonnage, quantité, choix de communication. Mais voilà, moi j'ai tendance à dire que le papier, c'est mon avis personnel, jusqu'à ce que quelqu'un me démontre le contraire. Je considère que le papier vaut mieux le recycler pour en faire de la pâte à carton que du papier blanc pour l'imprimer pour un rapport annuel green. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter dans les usages aujourd'hui, autant il y a même 2-3 ans, moi je demandais à Calligraphie du papier recyclé. Aujourd'hui, plus jamais. On demande du papier certifié. Et le papier recyclé, en plus, l'usine française a fermé, a mis la clé sous la porte. On arrive maintenant à en retrouver un peu par Clairefontaine qui a ressorti un papier, donc Made in France, recyclé, tout ça. Donc on peut trouver des choses quand même. Mais effectivement, hors coût, qui est plus cher, moi c'est plus une question de finalité du papier. C'est-à-dire si on veut du papier recyclé, là j'ai une demande, alors je ne vais pas dire parce que je vais l'appeler, une personne, je pense, qui arrive au service comme ne connaît pas, elle me demande du papier recyclé pour mettre un pelliculage soft touch recto verso dessus. Je vais dire, t'emmerdes pas. Enfin, je veux dire, tu vas pas gâcher 30% du prix d'un papier pour mettre un soft touch dessus. Donc, mais c'est pas une critique parce que c'est normal. Elle arrive sûrement sur le sujet. Donc, je vais pouvoir avoir une discussion avec elle sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'usage du support?
sa durée de vie, et on va essayer de trouver le meilleur compromis. Mais j'ai eu aussi des appels d'offres, papier recyclé, impression HUV. Bah, t'emmerdes pas si tu veux mettre du plastique sur de l'encre, sur du papier, t'emmerdes pas à mettre du recyclé, d'autant qu'après il sera plus recyclable ton truc. Donc faut se poser les bonnes questions. Et moi, je suis intervenu, alors c'était pas NJ à l'époque, hein, c'était encore GDF Suez, et ils avaient un gros programme éco-édition, et du coup, ils m'avaient demandé de venir à Paris pour parler de ce sujet-là. Et il se trouve que sur la partie, ils avaient pris un consultant extérieur, donc on a pu un peu confronter nos... Ils étaient assez d'accord avec moi. Ils disent ouais, mais bon, de temps en temps, pour la communication institutionnelle, tout ça. Voilà, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai eu un client qui voulait, je veux du recyclé, j'ai dit du recyclé, mais dans ces cas, je te mets du gris avec des inserts dedans, quoi. Ouais, c'est bon. Bah, ok. Bah, si tu veux du gris, du vrai recyclé, je te mets un vrai recyclé. Mais va pas me demander un recyclé le plus blanc possible, parce que, faut les ancrer. Enfin, faut pas se faire d'illusions. Voilà. Et donc, on a une telle besoin de carton. La vente par correspondance, l'emballage, le suremballage, voilà. Autant reprendre ce papier, faut le recycler. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait du coup le mettre au bord de la route. Faut le recycler, mais vaut mieux en faire du carton gris, voilà. Parce qu'il n'y a plus besoin de le désancrer. Il va être à usage, réusage. Il n'y aura pas de problème. C'est ma conviction personnelle. Voilà. Alors le papier journal, c'est 7 fois. Ouais. Le papier journal qui n'a pas une recherche, voilà, c'est 7 fois, ouais, effectivement. Alors après, le papier, je ne pourrais pas vous dire, en fait, à partir du moment où on le réutilise dans du carton, là, je ne maîtrise pas le sujet. Mais effectivement, le papier, à partir du moment où vous le remouillez, vous le repassez dans un pulpeur, vous recréez de la pâte, et vous pouvez le mixer avec de la pâte neuve, hein, pour récupérer de la fibre mécanique. Parce que le problème du recyclage, c'est que vous allez vous retrouver avec un papier plus mou. Donc pareil, on va vous dire, ah bah oui, mais alors du coup, je veux un papier recyclé, mais qui a de la main. Bah déjà, techniquement, un papier recyclé qui a de la main, c'est un peu plus dur parce que foncièrement, il n'y a plus de fibre mécanique puisqu'on a dû le broyer pour le désancrer. D'accord ? Donc, c'est vraiment un choix de communication. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas utiliser du papier recyclé, mais dans ces cas, il faut prendre du recyclé gris. Il faut assumer. Ou du papier, effectivement, pré-consumer, mais qui est en fait juste de la chute de papier blanc. Comme ça, c'est recyclé et c'est blanc. Mais il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques, puisque c'est que le papier de chute d'usine. D'accord ? Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, une communication avec votre imprimeur, avec votre agence de communication. Essayer de réfléchir. Mais effectivement, le papier, moi j'ai pour de la notice de cosmétiques qu'on imprime, et des nouveaux qui sont arrivés au service achat qui me disent ouais, il faudrait que tu me trouves un papier recyclable. Bah, par définition, le papier, c'est recyclable, quoi. À partir d'une notice pharmaceutique, c'est du papier, vous le mettez dans de l'eau et ça redevient tout mou. Vous le resséchez, ça vous refait de la pâte à papier. Hein. C'est un des produits les plus recyclables qui existent, le papier. Hein. Donc par définition, c'est recyclable le papier. Voilà, faut pas se poser la question. Ouais. Après, vous le remouillez, vous remettez un peu, vous faites votre sauce, mais vous pouvez faire du carton gris. Du carton gris, de la base de carton qui va servir ensuite, vous mettez une feuille de papier blanc dessous, vous avez un carton, voilà. Voilà. Alors, je ne maîtrise pas assez le sujet. Là, je ne maîtrise pas, je ne sais pas, il faut de la fibre mécanique pour avoir une tenue, donc je ne maîtrise pas assez carte. Voilà. Par contre, ce que je sais, que pour l'emballage, on peut avoir... ou du pack, par exemple la boîte Kellogg's, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté des Kellogg's, mais vous allez avoir une impression recto, puis le verso est gris, à l'intérieur c'est gris. Voilà. Et donc tout ça c'est des énormes quantités. Il faut se rendre compte que c'est des énormes quantités. Donc autant qu'une part de leur recyclable, à mon sens, à moi, parte là-dedans, ou dans du papier d'hygiène allemand, hein, gris, voilà. Il y a d'autres modes de recyclage où le papier, mais gris. Il faut accepter d'imprimer sur du papier gris, quoi. Comme on avait le Cyclus à une époque, qui était déjà quand même pas mal désancré. Mais si on veut du papier recyclé, dans ces cas-là, on assume, on utilise sur du papier gris, quoi. Voilà, c'est ma vision. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, tout est clair ? Très bien. On est à votre disposition, besoin. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bonne fin de journée.